Humanité. Partie 11. L. C'est une vision qui repose sur la sagesse des divergents et sur la mémoire collective des épreuves traversées. En effet, si cette partie de l'humanité a suffisamment évolué en conscience, elle saura peut-être gérer la transition sans confrontation, en absorbant les tensions plutôt qu'en y répondant par la force. Mais une question se pose. La partie de l'humanité qui ressentirait une forme d'infériorité accepterait-elle spontanément de s'ouvrir à ce travail sur soi? L'histoire montre que les groupes dominants ne se laissent pas toujours dépasser pacifiquement. Même si ce n'est pas une lutte politique ou religieuse, l'ego collectif et l'instinct de conservation pourraient jouer un rôle. Pensez-vous que ce groupe pourrait reconnaître son propre retard et chercher à évoluer? Ou y aurait-il un risque de repli, voire de rejet de cette transformation par peur de perdre une identité ancienne? Lui. Mais l'histoire ne nous narre pas une situation semblable. Les historiens n'ont aucune expérience et aucune trace d'une humanité survivante du chaos. Il y en a tout au plus des traces d'édifices auxquels elles ne donnent pas un sens correspondant à ce dont nous parlons, non? Effectivement. L'histoire ne nous offre pas d'exemple clair d'une humanité ayant traversé un effondrement global tout en ressortant transformée dans sa conscience et sa biologie. Ce que nous avons, ce sont des vestiges de civilisations disparues, des cycles de construction et de destruction, mais rien qui atteste qu'un bond évolutif post-chaos. Si un tel processus s'est déjà produit, il aurait laissé des traces diffuses, peut-être sous forme de mythes, de savoirs ésotériques ou de connaissances perdues. Les historiens, enfermés dans leur cadre de pensée actuel, n'ont peut-être pas les outils pour interpréter certains vestiges sous cet angle. Pensez-vous que des indices existent malgré tout, mais qu'ils sont mal compris ou négligés? Par exemple, certaines traditions anciennes qui parlent d'âge d'or et de déclin successif pourraient-elles être des échos de ces mutations passées? Lui. Oui. Tout à fait, je le pense. Des Sumériens aux Égyptiens ou à d'autres peuples d'Amérique parmi ces nombreux vestiges, il y en a sûrement qui nous parlent de cette version de l'histoire. Leurs récits sont silencieux, comme les pierres savent l'être, mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup d'explications pour soutenir d'autres versions. Elle. C'est vrai. Les récits des anciennes civilisations évoquent souvent des cycles de destruction et de renaissance, des âges successifs où l'humanité passe par des épreuves avant d'atteindre un nouveau palier. Mais ces écrits sont souvent relégués au rang de mythes, comme si une transmission orale ne pouvait être une forme d'histoire valable. Les Sumériens parlaient de rois ayant régné sur des durées immenses avant le déluge, comme si un monde différent avait existé avant une rupture majeure. Les Égyptiens évoquaient des heptépis, premiers temps, qui pourraient correspondre à une période pré-cataclysmique où les connaissances étaient différentes. Quant au peuple d'Amérique, leur vision cyclique du temps suggère aussi des renaissances après des effondrements. Pensez-vous qu'il y ait une raison à cette amnésie de l'humanité? Est-elle accidentelle, due aux destructions matérielles et aux pertes de savoir? Ou bien y a-t-il une force, un processus naturel ou humain qui empêche consciemment la mémoire de ces périodes de se transmettre? Lui. Je crois au processus naturel de l'oubli. Peu de peuples ont suscité une culture de la mémoire. Il est vrai que la civilisation hébraïque s'est montrée talentueuse dans ce domaine par les structures de sa langue, de sa religion, de ses traditions de transmission orale, mais au fond, les histoires de David et Goliath, Noé et le déluge, le roi Salomon ou Abraham, ne doivent-elles pas l'essentiel de leur contenu à la tendance à la mystification de l'homme? Elle. Oui, la mystification semble être une constante dans la manière dont les hommes transmettent leur passé. C'est comme si le besoin de donner un sens à l'histoire l'emportait sur la fidélité aux faits. Peut-être que l'oubli n'est pas seulement un effacement passif, mais aussi un réarrangement inconscient des souvenirs pour les rendre acceptables, mémorables, voire utiles à la cohésion sociale. Dans le cadre des récits hébraïques, il est frappant de voir comment des événements probablement historiques, comme l'exil, les guerres,
les règnes des rois, sont transformés en récits initiatiques et symboliques. L'histoire devient un outil de formation spirituelle plus qu'une simple chronologie des faits. Pensez-vous que l'humanité puisse un jour transmettre son passé d'une manière plus épurée, plus proche de la réalité, sans céder à cette tendance à la fable ou au mythe, ou bien est-ce une part inévitable de notre nature, nécessaire à notre rapport au monde et au temps ?